12A. Nous en arrivons à l'article 12, avec des amendements de suppression identiques. Monsieur Hetzel, le 44. Oui, défendu. Merci. Le 92 n'est pas défendu. Sur ces amendements de suppression, vous êtes défavorable, Madame la rapporteure? Monsieur le ministre aussi? Défavorable. Je les mets aux voix. Qui est pour? Monsieur Hetzel. Qui s'abstient? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Madame la rapporteure, vous avez un amendement 607 rectifié. Oui, merci Monsieur le Président. Donc il s'agit de l'article 12 que nous avons réécrit. Dans cet article 12, nous rétablissons donc certaines des exigences de l'Assemblée nationale, à savoir l'insertion dans le Code de commerce des principes directeurs présidant à la fixation des tarifs réglementés, la compétence partagée des ministres de la Justice et de l'Économie pour la fixation de ces tarifs, question qui avait déjà fait débat en première lecture, la transmission par les professionnels concernés au ministre de la Justice et de l'Économie ainsi qu'à l'autorité de la concurrence des informations nécessaires à la régulation tarifaire, le caractère interprofessionnel du fonds alimenté par une partie des sommes perçues au titre des tarifs proportionnels des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice, ainsi qu'au titre du tarif des droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûreté judiciaire. Enfin, l'entrée en vigueur rapide du dispositif de révision des tarifs qui devra avoir été mis en œuvre au plus tard à l'expiration du 6e mois et non du 12e mois suivant la promulgation de la présente loi. Et nous avons également dans cet article 12 des apports utiles du Sénat, à savoir la précision selon laquelle, sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel du droit est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie, d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est alors arrêtée conformément aux règles tarifaires applicables à cette autre catégorie de professionnels. Ça paraît évident, mais il fallait quand même le préciser. L'élargissement de l'assise du mécanisme de péréquation aux tarifs proportionnels portant sur l'ensemble des biens ou droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l'Économie, alors qu'à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, ce mécanisme reposait sur des tarifs proportionnels applicables aux seuls biens ou droits immobiliers. Le regroupement des dispositions relatives à la procédure d'avis d'autorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementés, c'est là encore une proposition du Sénat. Également, le présent amendement impose la transmission par les professionnels et leurs instances représentatives des informations, notamment statistiques, nécessaires à la régulation tarifaire, assorties d'un régime de sanctions en cas de manquement. Enfin, le présent amendement précise que les prestations non soumises à tarifs réglementés des professionnels du droit peuvent être rémunérés par des honoraires qui font l'objet d'une convention et qui tiennent compte, donc selon les usages, de la situation de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés. C'est une demande émanant du notariat. Merci Madame la rapporteure. Donc comme vous l'avez indiqué, ça n'est donc pas strictement un retour à ce qu'avait écrit l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, je voudrais à la fois votre avis sur cet amendement et puis peut-être que vous nous présentiez le sous-amendement à cet amendement qui est le 662. Je ne reviendrai pas sur les argumentations précises qui ont été développées par Madame la rapporteure, mais qui éclairaient en effet votre commission spéciale sur les modifications, les ajouts qui ont été faits, en particulier les clarifications relatives à la remise et la simplification du dispositif, qui me paraît être un élément important qui traite une bonne partie du problème qui demeurait, y compris dans les échanges que nous avons pu avoir avec le CSN. Le sous-amendement 662 du gouvernement vient en effet préciser les règles de financement du fonds interprofessionnel au moyen d'une contribution à l'accès au droit et à la justice, dont les assujettis seront l'ensemble des professionnels donc visés, dont les tarifs sont régis par l'article 12. L'assiette, c'est le montant hors taxe des prestations dont le tarif est proportionnel à la valeur d'un droit ou bien dont la valeur dépasse 300 000 €, ou un seuil révisé par les ministres de la Justice et du Budget en fonction des besoins, et donc un taux encadré entre 0,2 et 0,5%, avec entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Ces dispositions viennent, comme cela avait été demandé d'ailleurs en première lecture, à la fois clarifier les éléments de financement et la nature donc
du financement de ce fonds interprofessionnel. Il ne s'agira pas d'une taxe immobilière, car le tarif de la prestation demeurera un tarif réglementé. Et donc là-dessus, je veux être parfaitement clair. Mais il s'agit bien d'une contribution qui pèsera sur les professionnels pour les actes au-dessus du seuil que je viens de mentionner. Et vous êtes favorable à l'amendement de Madame la rapporteure, moyennant l'adoption de votre sous-amendement. Madame la rapporteure, quel est votre avis sur le sous-amendement du gouvernement, s'il vous plaît? C'est un avis très favorable et j'en profite pour dire toute notre satisfaction au rapporteur de voir que le gouvernement a accepté de sous-amender et de permettre ainsi la réalisation, le financement, la contribution de ce fonds de péréquation qui était extrêmement souhaité par les rapporteurs de la commission spéciale. Très bien. Monsieur Fasquelle m'a demandé la parole. Je vous en prie. Oui, merci. Ce que l'on peut regretter, en fait, c'est qu'on déstabilise un système qui fonctionnait. On va créer à la fin une taxe supplémentaire. Décidément, vous êtes incorrigible, malgré les promesses de François Hollande. Il y en a une cet après-midi, il y en aura une ce soir. Donc finalement, à chaque fois qu'on se réunit dans le cadre de cette commission spéciale, on crée une taxe de plus. Je crains le pire pour demain. Et pourquoi on crée cette taxe? Pour abonder un fonds qui va permettre de pallier les déséquilibres qui sont créés par votre texte. C'est quand même incroyable, alors qu'on avait quelque chose qui fonctionnait parfaitement bien. Donc moi, je regrette cette disposition. À le moins que ce soit un moyen déguisé de faire payer par les professionnels l'aide juridictionnelle, qui serait quand même un comble, ou alors les points d'accès au droit, c'est-à-dire que non seulement maintenant les avocats vont donner des consultations gratuites, mais en plus ils vont devoir payer le chauffage, l'électricité, les locaux. Enfin, c'est quand même assez incroyable, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit conforme à nos textes, y compris constitutionnels. Et puis, une dernière remarque, vous parlez de compétences partagées des ministres de la Justice et de l'Économie pour la fixation de ces tarifs, puisque vous voulez maintenant, et vous acceptez de convoquer le ministre de la Justice agissant de ces questions, et c'est quand même la moindre des choses, que c'est lui qui s'en est toujours occupé. Pourquoi la garde des Sceaux n'est pas là ce soir et pourquoi elle ne participe pas à nos débats? Merci. Monsieur Houillon. Oui, merci Monsieur le Président. Vous ne serez pas surpris de notre hostilité à cet amendement de réécriture pour des raisons qui ont déjà été 100 fois débattues, qui ont été rappelées par vous-même, Madame la rapporteure. Oui. C'est-à-dire la dépossession du ministre de la Justice, dépossession partielle, mais dépossession néanmoins, par l'inclusion de ces dispositions dans le Code de commerce, ce qui, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, était un des avantages de l'amendement sénatorial qui a été supprimé, pour cette notion de rémunération raisonnable avec des critères qui vont venir définir ce qu'est une rémunération déraisonnable. Dans le même temps où, par ailleurs, le même article autorise des remises, voire même les préconise. C'est-à-dire qu'une remise par rapport à une rémunération raisonnable, c'est que la rémunération n'est plus raisonnable et que donc vous instaurez le dumping et des effets pervers au sein de l'exercice des différents professionnels, puisque vous créez des remises sur une rémunération raisonnable. Voilà, etc. Puis alors là, mon collègue Fasquelle vient de le dire, vous créez encore une taxe. Il va falloir que je laisse des mots d'ailleurs, parce que je m'aperçois, le hasard de la soirée fait que je suis assis à la place de mon collègue Jérôme Chartier, qui tient le compte de toutes les taxes que vous avez initié depuis le début de cette législature, donc ça en fait 2 de plus. Je ne sais pas s'il va arriver à suivre, mais enfin je lui fais confiance parce que je connais son talent. Mais il n'y a aucune étude d'impact. Enfin, c'est pas correct d'instaurer à 23h30 une taxe, de nous communiquer des amendements à 23h30, instaurant une taxe sur l'ensemble des professionnels. Ce n'est pas une taxe récupérable. Vous dites dans l'exposé des motifs qu'elle sera récupérée comme en matière de TVA. Non, ce n'est pas la même chose puisque c'est une taxe qui est due directement par les professionnels et c'est pas voilé, c'est pour financer l'aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit. C'est exactement ce que dit le texte. Je ne vois pas d'ailleurs possible, c'est à regarder puisqu'on n'a pas le temps de regarder tout ça, mais je ne vois pas possible sur le plan de la rectitude constitutionnelle
de mettre à la charge des professionnels le financement d'un service public qui est celui de l'aide juridictionnelle. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire avec cet amendement. Par ailleurs, quand je parle d'études d'impact, ce serait quand même très utile, puisque ça va concerner beaucoup de divorces, par exemple, avec les partages, les liquidations de régime matrimonial. Il y a relativement fréquemment des actifs immobiliers supérieurs à 300 000 €, en tout cas de manière régulière. Et donc forcément, ça va se répercuter à un moment donné sur le montant des prestations, sur le montant des honoraires qui vont être demandés dans ces cas qui sont des cas relativement habituels, simples et où les personnes concernées ne sont pas fortunées. Voilà, donc vous créez encore une taxe et vous faites supporter. Je l'avais dit d'ailleurs en première lecture. Je vous avais dit, Monsieur le Ministre, je vois bien venir que vous allez créer une taxe pour financer l'aide juridictionnelle. La main sur le cœur, vous m'avez dit, mais non, bien sûr que non. On ne va pas créer de taxe. Et 3 semaines après ou 3 mois après, c'est exactement ce qui se produit ce soir. Vous créez une nouvelle taxe pour faire financer l'aide juridictionnelle par les professionnels. Ce n'est pas acceptable. Je fais juste une remarque sur l'heure de nos débats. Je me suis employé, depuis que la commission spéciale existe, à ce que le texte se déroule de l'article 1 à la fin du texte sans jamais toucher à l'organisation des débats, même si j'ai eu plusieurs demandes en ce sens. Et donc, quand l'heure arrive de tel ou tel article, ça n'a rien à voir avec une stratégie qui aurait voulu qu'on fasse ça plutôt à une heure qu'à une autre. Oui, c'est... Voilà, mais on déroule le débat dans l'ordre de son organisation. Et quelles que soient les pressions que j'ai pu avoir, et de l'exécutif et de certains collègues, nous avons tenu bon dans cet ordre-là. C'est une remarque de pure forme. Hein. Monsieur Zumkeller, à votre tour. Sur la forme, c'est pas une histoire de 23h30. C'est une histoire d'avoir un amendement une demi-heure avant qu'on le discute. Un amendement très important quand même. C'est ça qui est grave. C'est pas 23h30, il pourrait être 1h du matin. Cet amendement rectifié, on l'a depuis une demi-heure. C'est quand même pas très très sérieux, je dirais. On aurait quand même pu l'avoir un peu avant. Il me semble que ce texte, vous le préparez un petit peu depuis un moment. Et si vous avez entendu 23h30 pour le rédiger, c'est un peu triste. Alors on va pas refaire tout le débat parce qu'on l'a déjà fait 25 fois, mais très honnêtement, on comprend pas très bien pourquoi vous voulez abîmer quelque chose qui globalement fonctionne. Donc on en est toujours là. Alors vous nous dites, vous créez une taxe, et puis finalement, mais on se demande qui va la payer d'ailleurs, puisque ça ne va pas être les professionnels, ça va pas... mais bien sûr qu'au final, ça sera le citoyen qui va la payer. Parce que même s'il ne la paye pas directement, les professionnels, comme les notaires, les actes qu'ils faisaient gratuitement, ils ne les feront plus gratuitement, parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Et au final, c'est les concitoyens qui vont payer tout ça. Et donc au final, vous abîmez un système qui fonctionne plutôt bien. Et il y a une question à laquelle vous ne répondez jamais. Alors je vais vous la reposer, mais ça doit faire au moins 25 fois qu'on la pose. Si la logique du texte est de faire que tous ces actes soient moins chers pour nos concitoyens, pourquoi donc ne touchez-vous jamais aux taxes ? Je rappelle qu'elles représentent 80% des actes. Si vraiment votre souhait, c'est de faire que ça coûte moins cher, n'embêtez pas les professionnels. Regardez chez vous, regardez les taxes qui sont là-dessus et regardez comment vous pouvez faire pour les rendre un petit peu moins importantes. Ça, c'est une bonne question. Et pour une fois, répondez-y à cette question. Alors, attendez, Madame la rapporteure, vous aurez la parole. Je pense que le mieux, c'est que l'ensemble de ceux qui veulent s'exprimer le fassent et ensuite les rapporteurs et le ministre s'exprimeront. Madame Capdevielle. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie à la fois Madame la rapporteure pour la qualité de ses explications et ensuite Monsieur le ministre d'avoir déposé donc cet amendement complémentaire. Alors, Monsieur Fasquelle, Monsieur Houillon, on ne vit pas dans le même monde. Monsieur Fasquelle, vous nous dites que le système fonctionne, vous voulez parler, fonctionne, mais monsieur, il va falloir atterrir, il va falloir que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, toute une partie importante des justiciables n'ont plus accès aux droits parce que leurs revenus sont au-dessus du montant pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et ils n'ont pas les moyens d'avoir accès à la justice et aux droits. Donc je vous demande d'atterrir un petit peu et de venir dans la vraie vie et dans le vrai monde et de voir qu'effectivement, beaucoup de gens ne peuvent pas avoir accès au Conseil du prud'homme pour constater une procédure. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Hein, une procédure de licenciement, Monsieur Fasquelle, une procédure de licenciement pour aller effectivement demander une pension alimentaire, pour avoir accès simplement aux droits et à la justice. Donc le système, aujourd'hui, il est à bout de souffle, il ne fonctionne plus et il faut trouver une solution. Vous ne proposez rien. Vous ne proposez rien.
Vous critiquez simplement, mais vous ne faites absolument aucune proposition pour trouver une solution, alors que vous êtes d'accord j'en suis convaincu, pour constater qu'aujourd'hui, cette question fondamentale en démocratie de l'accès à la justice et au droit se pose à nous. Alors, j'ai fait le calcul. 300 000 € à 0,2, ça nous porte donc une taxe de 600 € sur une transaction de 300 000 €. Alors, vous parliez tout à l'heure des taxes. Moi, je vais vous parler également des honoraires de certains professionnels. On peut les détailler, si vous voulez, notamment les actes notariés, voir quel est le montant que prennent les en termes d'honoraires pour un acte simple, par exemple, un notaire. C'est jamais 600 €, c'est très largement au-delà. Alors, aujourd'hui, le système d'accès au droit est un système qui est catastrophique, qui fait que les professionnels font l'avance, que ce soit les avocats, que ce soit les huissiers, que ce soit les experts, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés ou ils sont mal payés. Donc c'est un système qu'il convient aujourd'hui de revoir complètement, et il faut trouver le financement. Alors bien sûr, c'est très facile d'être dans la posture, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des sources de financement. En faisant le choix justement de le faire sur des actes au-delà de 300 000 €, eh bien ça va permettre d'abonder un fonds qui va aider au financement de l'aide juridictionnelle. Moi je suis très satisfaite de cet amendement, parce qu'au moins il est une piste de solution, il propose en tout cas de trouver une solution de financement quand on est sur des actes quand même qui concernent des personnes qui ne sont pas du tout en difficulté, puisqu'on est au-delà, on est à partir de 300 000 €. Donc ça concerne des actes qui sont quand même qui sont tout à fait importants. Merci, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur un point. Nous avions déjà eu l'occasion de l'aborder au moment des débats liés à la première lecture, mais comme le problème subsiste, je tiens quand même à le rappeler ici. On voit bien qu'à travers cet article 12, et quelle qu'en soit la rédaction, on voit bien que la proposition qui nous est faite aujourd'hui par les rapporteurs conduit inexorablement à avoir un glissement vers une vision anglo-saxonne du droit. Donc on va tout droit justement vers une marchandisation. Donc je pense que ce point-là, il est quand même important, parce que il est assez illustratif d'une philosophie. Et l'autre aspect qui est assez inquiétant aussi, qui a été relevé par un certain nombre de professionnels du droit, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous aurions souhaité en débattre également avec la garde des Sceaux, c'est la place à l'avenir du droit continental. Parce que, évidemment, on voit bien qu'un certain nombre de glissements sont en train de s'opérer, et ces glissements, eh bien, sont de nature, évidemment, à aller vers une internationalisation du droit. Mais cette internationalisation du droit, elle se fait au détriment de ce qui est constitutif aussi d'un élément fort je dirais, du droit français, c'est-à-dire son inscription dans une philosophie que l'on qualifie de droit continental. Et je pense que sur ce point-là, eh bien, le glissement lent mais certain qui est en train de s'opérer est une perte d'identité, je dirais, de notre droit français. Et ça aussi, c'est un point, évidemment, je sens bien, il y a une certaine gêne à aborder cette question, mais je pense qu'elle est importante, et je crois qu'on ne peut pas simplement le passer sous silence. Le droit français peut être pluriel, d'ailleurs, vous en savez quelque chose. Votre région. Monsieur Le Bouillonnec. Oui, je voulais aborder le dernier sujet qui vient d'être abordé, parce que la dernière fois, nous n'avions pas, dans les débats très longs que nous avons eus dans la commission puis en séance, échangé trop de notre côté sur les allusions qui viennent d'être faites au principe selon lequel on sera en train d'entamer le droit continental. Nous sommes des grands défenseurs de ce droit. Mais cherchez dans cet article 12 ce qui vient entamer le droit continental. On ne touche à aucune des professions dans leurs compétences, dans leur déontologie, dans leur mode d'exercice
Et par ailleurs, je me permets de vous dire, excusez du peu, l'article 12 ne vide aucune disposition de droit positif, quelle qu'elle soit. Donc, dire que cet article 12 porte atteinte aux principes fondamentaux de notre droit continental et constitue subrepticement une agression nouvelle et caractérisée à ce droit continental, je dois dire sincèrement que ça frise l'honnêteté intellectuelle, chers collègues, et ça le frise parce que vous n'argumentez absolument pas. Dites ce que dans cet article 12, il y a d'entame au principe du droit continental. Est-ce que l'on a été, nous, dans cet argument, lorsqu'on a créé la reconnaissance préalable de culpabilité devant le procureur de la République, que vous avez voté, et qui est en place actuellement, dans des conditions d'ailleurs qui ne posent plus de problème à personne. Et pourtant, s'il y avait en droit fondamental un élément qui venait modifier les processus du droit en matière pénale, en donnant une compétence nouvelle et plus forte à un procureur qui n'est pas un juge chargé de rendre la justice, mais de participer, je dois dire sincèrement que... Donc c'est pour ça que, moi, on est d'accord pour les bons arguments. Vous pouvez contester le processus d'une péréquation interprofessionnelle. Vous pouvez contester l'idée que cette péréquation serve l'accès au droit, subsidiairement l'accès à l'aide juridictionnelle, sachant qu'on mobilise une grande partie des professionnels qui construisent les instruments du droit, mais qui échappent au processus judiciaire, je me permets de vous le dire, qui est le processus judiciaire qui relève pourtant des modalités d'exercice de leurs compétences. Donc tout cela me paraît devoir, à mon avis, être totalement distingué de cette hypothèse du droit continental. Vous savez, on sort les grands étendards sur ces sujets quand on n'a pas d'argument de fond. Moi, je veux qu'on continue à me dire ce qui, dans cet article 12, est une atteinte aux principes fondamentaux du droit que nous défendons. Monsieur Poisson. Monsieur le Président, 3 remarques brèves. Je fais partie de ceux qui ne seront pas du tout impressionnés par les leçons de vraie vie qu'on reçoit à longueur de temps. Non, mais vous pouvez soupirer, mais c'est comme ça. Donc gardez-les pour vous, tout le monde gagnera un temps précieux. Deuxièmement, cher collègue Le Bouillonnec, j'ai du mal à comprendre que vous ne compreniez pas notre position. Parce qu'il y a 2 écoles ici, dans ce texte, mais depuis l'origine. Et je me souviens d'avoir dit moi-même à la tribune, d'ailleurs, au ministre. Ou bien, vous considérez comme... nous considérons, nous, que le fait de ranger les tarifs de l'activité des pressions judiciaires sous l'autorité du ministère de l'économie et de l'autorité de la concurrence est un acte symbolique qui emporte un certain nombre de choses avec lui et qui, si elle ne modifie pas les dispositions du droit positif, en revanche, change l'architecture, une partie de l'architecture de notre système judiciaire. Bien. Vous considérez que c'est un acte de gestion. Alors c'est votre droit, mais c'est notre droit de considérer que derrière cette mutation, il y a quelque chose qui est bien au-delà de la gestion au quotidien. Alors c'est pour ça que vous avez le droit de ne pas partager notre impression, il n'y a pas de contestation sur ce sujet. Mais je ne comprends pas qu'en plus, votre famille politique ne voit pas qu'il y a là quelque chose qui est une mutation plus que considérable par rapport à la pratique habituelle du droit et de l'organisation des professions du droit dans notre pays. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais dire également à nos collègues et leur rappeler, pardon si c'est un peu cinglant, mais il me semble que la commission des lois, chers collègues de la commission des lois ici présents, a hébergé en son sein une mission d'information sur les professions judiciaires il n'y a pas très longtemps. Il me semble que nos collègues Philippe Houillon et Cécile Untermeyer ici présents ont, dans ce rapport de la mission d'information, consigné un certain nombre de propositions très, très concrètes, sur lesquelles les deux étaient d'accord. Il me semble que Madame le rapporteur de la mission d'information, qui est ce soir le rapporteur du texte, a changé d'avis entre le rapport de la mission d'information et ce qu'elle défend aujourd'hui. Oui, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je me permets de vous renvoyer à la lecture du rapport. Et donc, quand vous dites, mes chers collègues, que nous ne sommes pas capables de faire des propositions, je vous invite à relire la littérature de notre commission et de notre Assemblée, et vous verrez que ça n'est pas le cas. Enfin, ce n'est pas notre faute si le chef de l'État que vous soutenez passe son temps à faire des promesses qu'il ne tient pas, et si vous êtes obligé d'avaler des rubans de chapeau à longueur de journée.
Alors vous pouvez, oui mais allez-y, soupirez tant que vous voulez, ça ne m'empêchera pas de terminer. Mais si ça vous ennuie, vous pouvez sortir boire un café, il n'y a pas de problème. Je dis simplement que vous ne pouvez pas nous faire porter cette responsabilité, c'est la vôtre. Alors assumez-la. Vous inventez une taxe nouvelle pour financer d'ailleurs des choses dont le besoin, cher collègue Capdevielle, est sans doute moins dense que ce que vous en décrivez. Mais alors donnez des chiffres. Donnez les chiffres. Et puis à partir de là, nous disons que pour toutes ces raisons, il n'est pas possible de voter ni l'amendement qui nous est proposé par le rapporteur, ni le sous-amendement gouvernemental. Très bien. En effet, ceux qui veulent aller boire un café peuvent y aller, mais les suspensions de séance sont plutôt là pour ça, pour que tout le monde puisse éventuellement le faire en même temps, de façon à suivre nos travaux tous ensemble. Je crois que j'ai pu donner la parole à tous ceux qui le souhaitaient sur... M. Fasquelle, vous êtes déjà exprimé, donc Madame la rapporteure, Cécile Untermaier. Sur ces questions, le rapporteur général, je voulais simplement rappeler une chose, c'est qu'on avait quand même en première lecture parlé de tarifs proportionnels. Et il ne faut pas oublier quand même d'où on vient. C'est qu'on a constaté, et le rapport de l'inspection générale des finances était là pour nous rappeler quand même qu'on était dans la dérive d'un système qu'il nous fallait absolument juguler. Et nous avons constaté que les biens et droits immobiliers à ce moment-là, et maintenant les biens et droits, dès lors qu'il y a une rémunération proportionnelle, arrivait à un certain niveau à une surrémunération finalement du professionnel. Et c'est à partir de là que l'idée nous est venue de créer un fonds de péréquation qui permette de tirer profit de cette surrémunération qui finalement revenait dans la poche de celui qui était à l'origine du bien ou du droit, et plutôt que de en faire profiter un négociateur et un rabais, on a trouvé plus utile pour l'intérêt général que ces sommes-là puissent revenir, contribuer à la consolidation d'un fonds. On n'était pas parti sur une taxe, on est parti sur des rémunérations qui n'avaient pas grand sens et sur l'iniquité en fait d'un dispositif proportionnel qui a eu des dérives tout à fait conséquentes. Donc je pense qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de savoir d'où on part. Effectivement, il faut ensuite établir une contribution, mais cette contribution, elle ne va pas peser en plus, elle va simplement venir là où il y avait, par le tarif proportionnel, une surrémunération. Moi, je tenais à préciser cela. Ensuite, je crois très sincèrement, et vos amis politiques du Sénat l'ont admis, l'autorité de la concurrence, ils l'admettent. Ils l'admettent comme tel. Donc, vous voyez que finalement, c'est pas si simple que ça. Et d'autre part, je crois qu'il ne faut pas, enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir, je ne considère pas qu'on affaiblit le ministre de la Justice, mais qu'au contraire, on renforce le ministre de la Justice en faisant en sorte qu'une autorité de la concurrence et le ministre de l'économie viennent au soutien dans des questions de tarifs qui ne sont pas la question régulière que se pose un ministre de la Justice, et en tout cas qu'il n'a pas à se poser, à mon avis, même. Beaucoup moins qu'un ministre de l'économie. Donc je trouve qu'au contraire, on est dans une démarche de respect, de renforcement du rôle de la justice qui doit, à un moment, peut-être plus s'occuper de justice que de tarifs, et qui va trouver auprès du ministre de l'économie comme de l'autorité de la concurrence le soutien technique nécessaire à son travail, et c'est pas du tout pour aller vers un glissement et quitter le droit continental, comme le disait notre collègue Jean-Yves Le Bouillonnec, est un droit auquel nous sommes extrêmement attachés, et c'est bien précisément parce que nous y sommes attachés que nous nous occupons de ce dispositif et que nous avons mis en place cette réforme qui aurait dû être faite il y a très longtemps. Moi, je pense qu'on ne réalise pas à quel point les territoires sont malades d'un dispositif qui n'a pas été mis en place beaucoup plus tôt. Merci, Madame la rapporteure. Pour la clarté de nos débats, je crois que M. Hetzel et M. Fasquelle n'avaient pas tout exprimé dans leur première intervention. Je leur passe la parole et ensuite à M. le rapporteur général. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, je voudrais simplement revenir sur ce que disait Monsieur Le Bouillonnec tout à l'heure. C'est vrai que c'est tout de même un peu fort de café de dire que lorsque l'on évoque à la fois la référence au droit continental et au fait qu'on a un glissement vers le droit anglo-saxon, vous nous dites c'est un manque d'arguments. Je pense que justement, depuis le début, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un pur acte de gestion, mais bien au contraire, c'est bien une décision
vision de fond. Elle comporte, encore une fois, elle porte en elle une décision qui est une orientation philosophique tout à fait spécifique. Et le fait que, alors moi je respecte votre point de vue, mais de là à dire que c'est un manque d'argumentation que d'aller sur ce terrain-là, eh bien je pense que c'est un peu léger parce que, encore une fois, ce qui fait la spécificité du droit continental, c'est qu'on n'est pas dans une marchandisation du droit. Or, on y va tout droit. Et tout à l'heure, Madame le rapporteur, vous faisiez référence... Attendez, ne nous interrompons pas. Vous faisiez référence au Sénat qui reconnaissait l'autorité de la concurrence. Libre à lui de la reconnaître, mais nous disons depuis le début que l'autorité de la concurrence n'a rien à faire avec les professions libérales. Et le fait même d'instaurer un acte qui donne un pouvoir à une autorité de la concurrence quant aux professions libérales est une dénaturation de fond de ces professions. Et que vous ne le reconnaissiez pas est en soi, là aussi, je dirais, assez caractéristique. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait une attention plus particulière que celle que nous avons. Et pour terminer, je voudrais ajouter un dernier élément d'argumentation, c'est que vous êtes en train de dire, eh bien, il faut trouver un financement pour l'aide juridictionnelle. Alors, il y a un vrai paradoxe. On va prendre le cas des notaires, qui eux aussi vont être amenés à contribuer à ce financement. Aujourd'hui, c'est la seule profession qui, de manière gratuite, effectue des conseils juridiques. Et donc, je dirais que pour les notaires, en tout cas, c'est la double peine. C'est la double peine. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que dans nos territoires, nous avons aujourd'hui encore la chance, en milieu rural, d'avoir des professionnels qui sont là pour donner gratuitement un certain nombre de conseils juridiques à nos concitoyens. Eh bien, ceux-là même qui les donnent gratuitement, eh bien, on va par ailleurs les taxer pour l'aide juridictionnelle. C'est ce que j'appelle la double peine. Vous voyez, et d'ailleurs, la manière dont vous ne m'écoutez pas montre bien que vous êtes manifestement très gêné par cette argumentation. Et on le comprend. Et on le comprend parce que c'est un véritable mépris aussi vis-à-vis de ces professions. Alors, Monsieur Fasquelle. Oui, j'ai été mis... Voilà, on m'a visé de façon complètement déplacée. Oui, parce que comme vous ne visez jamais personne. Quand je dis, oui, mais quand je dis que ça fonctionne dans ce sens qu'on a un modèle qui est ancien et qui a fait ses preuves et qui permet d'avoir sur l'ensemble du territoire national des professionnels du droit aguerris, compétents, de même qualité, de même niveau, qu'on soit dans un territoire rural ou en territoire urbain, il y a des professionnels qui sont formés de la même façon, selon les mêmes critères, qui ont la même organisation et qui rendent les mêmes services. Donc on a une qualité de service, une égalité de nos concitoyens face aux professionnels du droit, grâce à ce réseau incroyable de professionnels du droit que nous avons la chance d'avoir partout en France, qu'il s'agisse des notaires ou des avocats. Et c'est ce réseau que vous allez déstabiliser. Et c'est tellement vrai d'ailleurs que vous êtes obligé de créer un fonds pour ensuite permettre, grâce à ce fonds, de maintenir une présence des professionnels du droit sur l'ensemble du territoire national. C'est en cela que je critique avec force votre projet de loi, puisqu'il déstabilise des professionnels du droit pour créer un fonds pour ensuite essayer de réparer le mal que vous avez causé. Avouez que c'est quand même aberrant. Et au passage, contrairement aux engagements de François Hollande, qu'il avait dit clairement, il avait dit la main sur le cœur, en 2015, plus d'impôts supplémentaires, plus de taxes supplémentaires. Ben, la conséquence, à la fin, c'est une taxe supplémentaire, un impôt supplémentaire. Et le comble, c'est que vous faites payer par les professionnels du droit votre incurie et votre incapacité de régler un problème qui est réel, qui est celui de l'aide juridictionnelle, pour lequel il y a des propositions qui avaient été faites, sur lesquelles des membres de la commission des lois avaient travaillé. Alors, lisez ce rapport, et puis sur la base duquel il y a des propositions émanant à la fois de la majorité et de l'opposition. Il y a des solutions, il y a des propositions. Malheureusement, ce ne sont pas celles qui sont retenues dans le cadre du projet de loi. S'il y avait un peu plus d'écoute à l'égard du Parlement, de toutes les commissions et de la commission des lois, on n'en serait pas là ce soir.
Monsieur Le Bouillonnec, ensuite Monsieur le rapporteur général et ensuite Monsieur le ministre. 3 points, si vous me le permettez. Le premier, tous les rapports sur l'accès au droit et l'aide juridictionnelle, qu'ils émanent de l'Assemblée, du Sénat ou des structures d'investigation de l'État, ont conclu à la nécessaire mobilisation de tous les professionnels du droit en ce qui concerne l'accès au droit et l'aide juridictionnelle. Dans le dernier rapport que j'ai commis dans le cadre d'une mission gouvernementale, j'ai fait comme l'ensemble des autres intervenants et conclu de la même manière. Premier point. Deuxièmement, la création d'un fonds a la double finalité d'organiser l'existence de la réponse professionnelle sur l'ensemble du territoire et de concourir à l'accès au droit, et c'est aussi un enjeu fondamental. Troisièmement, très simplement, si nous voulions renoncer au principe du droit continental, est-ce que vous ne croyez pas qu'on commencerait par supprimer purement et simplement la réglementation des tarifs? Parce que le droit anglo-saxon, chers collègues, il n'y a pas de réglementation des tarifs. Et que la réalité de ce que nous faisons, nous, c'est justement de revisiter l'enjeu de la réglementation des tarifs pour le renforcer, pour le rendre pertinent, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'il continue à servir l'accès aux professionnels du droit et sur tout le territoire par tous les concitoyens, tout en donnant aussi l'accès à la justice. Donc venir nous dire, alors qu'on veut mieux rendre efficace le principe de réglementation des tarifs, qu'on abandonne le principe continental au profit d'un droit anglo-saxon qui, lui, ne réglemente pas les tarifs, j'avoue simplement qu'intellectuellement, on a plutôt du mal à récupérer la situation. Moi, je pense qu'on démontre bien au contraire notre volonté de préserver et les professions et les modalités dans lesquelles elles sont rémunérées. Les professions, d'ailleurs, commencent, je le crois, à le comprendre. Alors, Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, au fond, ces longs échanges ont mis en lumière une différence simple. Il y a ceux qui, ici, souhaitent l'instauration d'un fonds de péréquation sur les différentes activités en faveur à la fois de l'accès au droit sous différentes formes, et ceux qui n'en veulent pas. Bon, ça, c'est un point de différence clairement marqué. D'ailleurs, je voudrais signaler que ce n'est pas tombé de l'armoire voici une demi-heure, puisque dans l'excellent rapport de la mission d'information conduite par Mme Untermaier et M. Houillon, la rapporteure, il est vrai à titre solitaire, c'est vrai, indiquait déjà qu'il serait pertinent d'imaginer l'établissement d'un mécanisme de péréquation, ce que nous avons depuis janvier d'ores et déjà inscrit dans le projet de loi. Donc, considérer qu'il serait une trouvaille vespérale de la Commission me paraît à minima injuste. J'ai bien ensuite entendu qu'on poussait des cris d'orfraie au motif que l'autorité de la concurrence était mêlée à l'établissement des tarifs. Et là, toujours dans cette excellente mission d'information dont on ne se lasse pas. Là, il y a une proposition, mais qui cette fois est commune aux deux rapporteurs, qui consiste à dire qu'il faut confier à l'autorité de la concurrence le soin de publier une proposition de grille de tarifs unique. C'est pourquoi je voudrais dire que ce qui était jugé naguère pertinent ne peut pas aujourd'hui être jugé comme grosso modo dénaturant la nature de notre droit par la portée symbolique de l'association d'une institution dont le métier est précisément de réfléchir, entre autres, à l'aspect tarifaire d'un certain nombre de professions. Au total, je voudrais simplement que l'on mesure ensemble comment est parti cet article 12 de nos travaux, comment il revient enrichi de ce que les sénateurs ont mis comme enrichissement à ce texte. Et c'est pourquoi, au stade où nous en sommes, cet article 12 me paraît cohérent, fidèle à ce que nous voulons faire et solide dans l'intégralité de sa rédaction. C'est pourquoi, autant que tout autre du reste, mais il mérite d'être très largement adopté par les idées qu'il porte et par la qualité de sa rédaction issue du travail des deux chambres.
Monsieur le rapporteur, est-ce que je peux me permettre de dire qu'il instaure une forme de péréquation ou est-ce que c'est... On peut le dire. Non, je veux dire, le mot n'est pas tabou, puisqu'il va de fait, pour les secteurs ruraux qu'on évoque, être plutôt un atout qu'un inconvénient. Enfin, si j'ai bien compris l'explication qui a été donnée, mais comme les arguments finissent par se mélanger, c'est un peu compliqué. Non, mais merci d'éclairer la présidence de cette commission. Monsieur le ministre, est-ce que je peux vous donner la parole pour peut-être apporter quelques compléments sur votre amendement, votre sous-amendement, pardon. Peut-être revenir un peu sur le déroulé des débats et sur quelques éléments. Moi, j'entends les préventions qui existent, je sais la sensibilité qui existe quant à ces professions. Je crois que la réforme qui est ici proposée, elle ne casse pas ce qui marche. Elle ne casse pas ce qui marche. Parce que qu'est-ce qu'on vient faire, au fond? On y reviendra dans quelques instants, ou plus vraisemblablement demain, clarifier les règles d'installation, en particulier dans les zones carencées. Et là où de nouveaux professionnels peuvent s'installer, alors qu'il existe un plafond de verre, qu'on vienne m'expliquer en quoi ça contrevient à l'accès au droit. Ça vient régler le problème qui existe de certains déserts dans ces professions. On vient mettre plus de transparence sur les tarifs. Mais c'est la réalité de ce texte. On peut décider de le caricaturer à satiété et toute la nuit durant, mais on vient créer de la transparence sur les tarifs réglementés. À partir du moment où des tarifs sont réglementés, en quoi cela contrevient à l'intérêt général de créer des règles de transparence et des réexamens réguliers de ces dits tarifs? Qu'on m'excuse, je ne le comprends pas. Donc, factuellement, on m'explique ce qui, dans ce texte, vient aujourd'hui fragiliser ce qui existe. Je crois qu'il pouvait y avoir des éléments de doute, d'incertitude. Ils ont été corrigés. Et donc, je crois que vous continuez à, aujourd'hui, répéter un argumentaire préfabriqué, mais qui ne correspond plus à la réalité de ce texte. Au-delà de cela, qu'on dise que parce qu'il y a le mot « autorité de la concurrence » ou le mot « code de commerce », il s'agit ici d'une anglo-saxonisation du droit continental, franchement, ça n'est pas à la hauteur des débats que nous avons eus. Ça n'est pas à la hauteur des débats que nous avons eus. Et moi, j'aurais aimé, on a eu l'occasion de se le dire, monsieur le député Hetzel, que lorsque votre majorité a proposé l'acte d'avocat, qui était une vraie sortie de l'exclusivité de l'acte authentique du notaire, qui était là un pas vers l'anglo-saxonisation de notre droit, pourquoi n'avez-vous pas défendu la réalité des fondements du droit continental, matériellement, et pas par des critères d'apparence? Voilà. Mais votre majorité ne l'a pas fait. Vous portez une voix qui vous dépasse. Bon, donc je crois que là aussi, il faut qu'on reste sérieux. Ce n'est pas parce qu'il y a un mot ou la référence à un texte qu'il s'agit ici d'anglo-saxonisation. Ensuite, allons au bout de ce dont nous parlons. Ces professionnels du droit font en effet bien fonctionner au quotidien ce droit continental. Je ne l'ai jamais nié, il ne s'agit pas ici de les déstabiliser. Ils ont des tarifs réglementés, il est normal de les revoir, c'est ce que propose ici ce texte. Ils pratiquent des remises pour certains actes, les plus importants, de gré à gré, qui aujourd'hui s'opèrent sans cadre transparent. Ce texte vient en apporter précisément un, et il en généralise le principe en structurant précisément ces remises. Depuis le début de nos débats, on dit que c'est la seule profession qui fait du conseil gratuit. C'est vrai, d'autres professions le font. D'autres professions le font, vous le savez comme moi, dont les avocats. Mais l'argument constamment évoqué, c'est celui de la péréquation. La péréquation, elle existe au sein d'un cabinet. Mais existe-t-elle aujourd'hui, la péréquation, au sein de la profession? C'est constamment ce qui nous a été rapporté. Mais ce que nous faisons là, à travers, en effet, ce prélèvement, c'est qu'on vient donner une réalité à ce qui, constamment, par vous-même et par les professionnels, nous a été opposé. Il y a une péréquation. Il y a des actes gratuits d'un côté, il y a des petites études, et puis il y a des grosses études de l'autre. Formidable. Sauf que les grosses études, jusqu'à preuve du contraire, ce sont assez peu souvent elles qui font du conseil gratuit, beaucoup moins que les petites. Et aujourd'hui, il n'y a pas de péréquation réelle sur le territoire. Il n'y en a pas. Et donc, si vous êtes attaché à l'équilibre entre les offices sur le territoire, alors allez au bout de votre raisonnement. Vous êtes pour la vraie péréquation, vous êtes pour ce fonds, et vous êtes donc pour un prélèvement qui permet d'en financer le bon fonctionnement. Sinon, vous êtes pour une péréquation théorique, c'est-à-dire la péréquation des gros avec eux-mêmes et des petits avec eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on fait de la péréquation au sein des offices pauvres et on fait de la péréquation au sein des offices riches. La belle affaire. Ce n'est pas notre idée, en effet, de la justice sociale et du bon fonctionnement du maillage territorial. La récupération, Monsieur le Président Houillon, je ne sais pas où vous l'avez lu, nous n'avons pas parlé de récupération, c'est les modes de collecte
qui sont similaires à la TVA, puisque l'assiette, elle est constatée, recouvrée, contrôlée. Oui, c'est donc... Et donc, le texte n'a jamais introduit d'ambiguïté sur ce sujet-là. Je ne voudrais pas qu'il puisse y en avoir entre nous. Mais donc, sur l'ensemble de ces sujets, je veux vraiment qu'il soit clair que c'est un système que nous consolidons, qui est cohérent avec ce que Madame la rapporteure a rappelé, et qui va dans le sens des idées qui ont été constamment rappelées par les professionnels. Enfin, pour éviter toute ambiguïté sur la rédaction de l'article telle qu'elle pourrait être soulevée, je pense qu'au lieu de mettre la contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur le montant hors taxe de toute prestation concernant un bien ou un droit dont le montant est supérieur à un seuil de 300 000 €, il conviendrait plutôt de dire que la contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur le montant hors taxe de tout bien dont le montant est supérieur à un seuil de 300 000 €. Je propose de faire passer ces éléments de correction. Oui, ce serait bien qu'on les fasse passer au propre. Je pense que ce sera mieux, ce sera un rectifié, ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Alors, oui, Monsieur Houillon. Moi, je voudrais un complément de réponse du ministre, si c'est possible, à des questions simples. Est-ce que cette taxe, finalement, va financer, oui ou non, l'aide juridictionnelle ? Si oui, est-ce que l'aide juridictionnelle est un service public ? Si oui, est-ce qu'il est normal qu'une catégorie de contribuables assume seule les frais de cette aide juridictionnelle? C'est 3 questions simples et on souhaiterait avoir une réponse. Alors, attendez, dans l'ordre, je souhaiterais avoir l'avis de la rapporteure sur la proposition de rectification du gouvernement à l'instant. Est-ce que vous pouvez l'exprimer? Moi, je suis interrogative parce qu'il est bien question, en fait, que l'assiette, c'est les honoraires, c'est la prestation de l'officier public ministériel sur un droit ou un bien, mais c'est pas le bien ou le droit lui-même. Non, excusez-moi, mais je sais ce dont je parle et ce que je pense. Vous pensez? Non, mais bien sûr, mais c'est bien pour ça que je pose la question. Pour moi, il était avec le rapporteur, il était convenu que c'était sur le montant des honoraires. Qui sont, mais bien sûr que la contribution porte sur des honoraires qui sont voilà. Non, mais bon. Alors, il y a un problème de taux et un problème d'assiette. Ah ben. Donc il y avait une question aussi de M. Houillon. Monsieur le ministre, j'en prie. Oui, je vais répondre à la question de Monsieur le Président. C'est l'alinéa 2. C'est précisé dans le texte à l'alinéa 2. Le fonds a deux objectifs. D'abord la péréquation au sein de la profession, ensuite le financement de l'aide juridictionnelle. Je tiens ici à rappeler, tout à fait, je tiens à rappeler que l'ensemble de ces professions sont concernées. Ce n'est pas la seule, puisque la profession d'avocat le finance déjà, sous votre contrôle collectif. Et donc, moi je m'interroge, et c'est toujours le même souci de cohérence, je m'interroge, si vous voulez, sur des professionnels du droit qui, depuis le début de nos débats, et nous l'avons constamment défendu, et je crois que là, il y a une convergence sur tous les bancs, pour dire que donc, ces professionnels du droit, qui sont des officiers ministériels, pourraient être affranchis d'une participation à cet accès au droit. C'est ce qui est étonnant. Mais c'est ça qui est étonnant. Et réserver l'exclusif du financement à une autre profession. C'est ça qui est étonnant. Donc, je voulais ici clarifier vos débats. Non, mais en tout cas, je vous ai apporté la réponse factuelle. Elle est précisée à l'alinéa 2. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ils n'ont pas l'exclusif de ce financement. Oui, monsieur Le Bouillonnec, je vous en prie. Je vais simplement apporter une réponse à notre collègue Houillon, qui connaît d'ailleurs aussi bien que moi ces sujets. Dès la création de l'aide juridictionnelle, dès la création, il a été prévu de modes de financement pour le compte du budget de l'État qui ont été utilisés pour l'aide juridictionnelle. La première, ce sont les huissiers. Ensuite, ce sont les prélèvements sur des taxes forfaitaires. Il y a toujours eu... bon, ça veut dire, chers collègues, que ce service public de l'aide juridictionnelle a, depuis le début de sa création, été alimenté aussi par des fonds provenant de l'activité des professions, depuis sa création. Et donc, on ne peut donc pas dire aujourd'hui qu'on crée quelque chose d'innovant quant à la mobilisation des syndicats. Je me permets d'ailleurs de vous dire que la loi de finances 2015 a introduit
ces dispositifs, puisque notamment il a fiscalisé, en les revalorisant les taxes forfaitaires, il a fiscalisé les contrats d'assurance demandés par tous les rapports, y compris le dernier rapport sénatorial, et c'est introduit, ce qui fait que l'aide juridictionnelle mobilise les moyens de l'État, et à côté des moyens de l'État, à mobiliser des financements, soit des professionnels, soit des structures juridiques, depuis la création de l'aide juridictionnelle. Je vous renvoie très modestement aux 2 rapports qui ont été publiés, celui de notre collègue au Sénat en juillet dernier et mon rapport au mois de septembre. Oui, Monsieur Poisson. Donc, ce que j'ai compris, j'essaye de suivre comme vous ce qui se passe, c'est que j'ai compris la traduction de l'amendement par Mme Capdevielle qui donnait un chiffre. Voilà, non mais sur le montant récolté. Et en tout état de cause, là, il y avait un rapport entre le taux et l'assiette qui n'était pas conforme à l'exigence qui est la nôtre. Donc, ce que fait la correction du ministre, c'est qu'il ajuste l'assiette au taux pour qu'on obtienne les éléments qui étaient attendus. Voilà. Sinon, c'était vraiment un peu faire les troncs, comme on dit, et c'était pas forcément ce qui était souhaitable. Voilà. 15 euros sur 300 000, c'est pas ça justifie pas forcément qu'on fasse une loi. Voilà. Est-ce que ça a été distribué Non, c'est pas encore distribué. Bon. Je suspends 2 minutes le temps qu'il vous soit distribué. Chers collègues, le sous-amendement du gouvernement est en ligne. Je voudrais d'ailleurs Oui. Sinon, je ne me serais pas permis de réouvrir la séance de vos travaux. Non, je voudrais devant vous, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, dire à l'ensemble de nos collègues que je les félicite pour leur patience et pour l'état d'esprit avec lequel ils supportent et assument ce moment. Voilà, parce que je ne suis certain d'avoir été, par le passé, d'une courtoisie égale à celle que vit l'opposition. Donc c'est une leçon pour moi. Pour moi, c'est une leçon. Donc, comme je la reçois, je l'exprime. Voilà. Monsieur le ministre, peut-être que vous pouvez, à ce stade, après avoir fait les corrections qui vous semblaient les plus pertinentes, nous les confirmer et nous dire leurs conséquences précises en termes de mesures. Monsieur le ministre. Oui, merci beaucoup et je joins au président pour vous remercier pour votre patience, compte tenu de ces ajustements tardifs, et vraiment je vous en remercie. Alors, donc je vous fais lecture, vous allez l'avoir en distribution dans quelques instants, de ce qui a été déposé. Non, je crois que c'est imminent puisque c'est sur Elias, et c'est en lias à l'instant. La contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur la valeur hors taxe de tout bien ou sur le montant hors taxe de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceci et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du budget en tenant compte des besoins de couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d'accès du plus grand nombre aux droits. Cette dernière phrase n'ayant pas été changée. Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres de la Justice et du ministre en charge du budget entre 0,05 et 0,2%. Il y avait une incohérence dans la rédaction précédente entre l'assiette et le taux tels qu'ils avaient été retenus. Et je vous prie de m'excuser pour cette erreur relevée trop tardivement. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit des biens et des droits qui sont supérieurs à 300 000 €, mais dont on précise que les tarifs sont fixés proportionnellement. Ce qui ne couvre pas donc c'est cumulatif, ce qui ne couvre pas la totalité des transactions supérieures à 300 000 €, c'est plus restrictif. Donc on est bien dans des ventes immobilières, etc., mais pas sur un mariage ou des choses comme ça, des actes de la vie quotidienne. Ce qui, par rapport aux préoccupations qui étaient évoquées tout à l'heure, réduit le champ. On n'est pas non plus dans le cadre d'une donation. Ensuite, on est au-dessus, ça vous est distribué à l'instant, on est au-dessus de 300 000.
mariage et sortie, vente immobilière par exemple est dedans. Et pour vous donner un exemple sur les 2 bornes qui sont ici données, pour un bien à 300 000 €, la rémunération par exemple d'un notaire est aux alentours de 1%, donc on est à 3 000 €. La taxe serait entre 150 et 600 €. Voilà, pour donc cette catégorie de biens. Ce sont les 2 bornes telles qu'elles sont fixées. Voilà. Et c'est donc prélevé sur le professionnel, assiette étant définie telle que je viens de l'évoquer. Voilà ce qui est proposé et ce qui était le souhait du gouvernement. Et je vous prie d'accepter les excuses du gouvernement pour le temps que je vous ai fait perdre à travers ces rectifications, mais ça me semblait nécessaire parce qu'il y avait une ambiguïté qui aurait pu... Voilà, non, mais c'est... Alors, Madame la rapporteure, si, parce que je vous ai fait attendre. Suite à cette... alors j'indique quand même, pour le bon fonctionnement des travaux, le 662 a été retiré par le gouvernement, qui a donc déposé un 663. Et nous parlons du 663 que Monsieur le ministre vient d'expliciter. Madame la rapporteure, quel est votre avis sur le 663 ? Avis favorable. Votre avis est favorable, très bien. Monsieur Houillon, je vous en prie. Un mot, on a déjà tout dit. Je pense qu'il persiste un hiatus, c'est que le taux de cette taxe nouvelle est appliqué sur l'honoraire perçu, mais la référence est le montant du bien immobilier. Et là, oui, mais j'ai bien compris. Remarquablement. Qu'à cette heure-ci, pardonnez-moi, je peux avoir l'esprit embué. Et là, il y a un hiatus. Il faut que ce soit un taux fixé sur l'honoraire lui-même, sur l'émolument ou l'honoraire. Pas sur le bien. Oui, j'ai bien compris qu'il était proportionnel, ce qui est un progrès et que donc ça évince un certain nombre de choses qui étaient comprises tout à l'heure. Mais il reste quand même un hiatus. Le taux est appliqué non pas sur l'honoraire, mais sur le bien lui-même, sur la valeur du bien. Même quand il y a des honoraires proportionnels à la valeur du bien, ce que j'ai bien compris. Mais ça reste un hiatus parce que ce n'est pas logique. Et la deuxième question, ou la deuxième remarque, qui est une question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu, même si vous avez répondu à la plupart des questions, et je vous en remercie, c'est la question éventuelle de constitutionnalité. Vous avez bien voulu me répondre tout à l'heure qu'effectivement ce fonds allait servir au financement de l'aide juridictionnelle, et vous faites reposer ce financement sur une catégorie de contribuables. Et je n'ai pas été convaincu, pardon, par les arguments de M. Le Bouillonnec, car les taxes dont il était question précédemment étaient des taxes appliquées aux justiciables pour l'utilisation du service public de la justice. Ce n'étaient pas des taxes assises sur les honoraires des professionnels. Je ne vois pas en vertu de quoi, et notamment compte tenu du principe de l'égalité devant l'impôt et des charges, etc., en vertu de quoi une catégorie de contribuables, en l'occurrence les professionnels, paierait le financement de l'aide juridictionnelle. Voilà, enfin bon, on verra ça plus tard. Alors, Monsieur Zumkeller. Oui, très simplement, on peut écouter votre raisonnement, mais par contre, ce n'est pas une taxe de 0,5% que vous êtes en train de créer, c'est une taxe de 20%. Parce que quand on paye 600 € sur 3 000 € d'honoraires, ce n'est pas une taxe de 0,5%, hein, c'est une taxe de 20%. Alors, annoncez-la comme ça, et vous serez dans le vrai. C'est une taxe de 20%, puisque sur 3 000 € d'honoraires, on paye 600 €. Alors, qui m'a demandé encore la parole? Il y a une petite précision, Monsieur le ministre. C'est bien un sous-amendement et pas un amendement. Hein. Pardon. Dans le libellé, hein, parce que sinon on ne sait pas faire. Hein. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, sur ces questions, avant que je mette aux voix. Oui, on peut le... Alors, juste sur ces points, je crois que sur le sujet qui a été évoqué, on l'a traité tout à l'heure, hein, sur le fait que ça ne reposera pas sur une seule catégorie de contribuables, mais que, comme ça existe déjà, il y a un financement qui est étendu à l'ensemble de ces professions du droit, ce qui nous apparaît juridiquement robuste. Ensuite, sur le point qui a été soulevé, à savoir la cohérence entre l'assiette et la personne taxée, je dirais que par transitivité, il y a cohérence, puisqu'on est bien sur des prestations sur laquelle... Mais oui, mais donc on peut sinon reprendre la mécanique que décrit M. le député Zumkeller. Hein. Je rappelle que c'est un plafond, donc on ne crée pas une taxe de 20%, on crée la possibilité... Non, on crée la possibilité, on dit que le taux est fixé par arrêté, et on donne 2 bornes.
on donne 2 bornes. Donc c'est un plafond, comme on en a discuté tout à l'heure. Donc on dit que le plafond il est à 20% et on définit un plancher. Mais on ne définit pas le taux qui sera, lui, défini par un arrêté conjoint. Bon, donc ce sont les 2 bornes qui sont fixées. Ces 2 bornes, elles ont une assiette qui est précisément la valeur hors taxe de tout bien et le montant hors taxe de tout droit tel que défini. Et dans la mesure où la rémunération des professionnels se fait justement sur une base proportionnelle, il n'y a pas de hiatus, on reste cohérent. Si nous n'avions pas couvert précisément les actes proportionnels, on aurait eu une difficulté telle que vous la mentionnez, j'aurais souscrit à votre propos. Très bien, je pense que tout le monde est éclairé et qu'effectivement il était utile et judicieux, Monsieur le Ministre, que vous puissiez retirer votre sous-amendement. Donc c'est un 663 dont je veux dire qu'il est rectifié puisqu'il s'agit bien d'un sous-amendement et non pas d'un amendement, comme c'est marqué sur ce qui vous a été distribué, qui recueille un avis favorable de l'ensemble des rapporteurs qui sont à mes côtés, et donc que je vais mettre aux voix ce sous-amendement 663, qui est pour. Il s'abstient, qui est contre. Il est adopté, et donc il vient sous-amender l'amendement de Madame la rapporteure, sur lequel le ministre a exprimé un avis favorable. Donc je mets aux voix l'amendement 607 du gouvernement sous-amendé par le 663 rectifié. Quels sont ceux qui sont en faveur? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui sont contre? Il est adopté, et donc en conséquence, les autres amendements tombent, ils sont derrière. Je mets aux voix l'article 12 ainsi rédigé. Quels sont ceux qui sont pour? Qui s'abstiennent? Qui sont contre? Il est adopté. Je vous remercie. Je vous indique que nous nous retrouverons sur le coup de 17h demain. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de séance de notre commission mercredi matin.